Vous êtes à l'écoute du podcast du laboratoire d'excellence ICA. ICA comme industrie culturelle et création artistique. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Vanessa et régulièrement, j'animerai une conversation avec des chercheurs en sciences humaines au cours de laquelle nous aborderons de manière informelle des questions liées aux pratiques culturelles, aux industries créatives et à leurs nouveaux modèles économiques et de régulation. Mes interlocuteurs seront sociologues, économistes, juristes ou encore designers. Nous discuterons ensemble des bouleversements traversés par l'ensemble des industries culturelles et créatives, de l'audiovisuel à l'édition, en passant par la musique, les musées ou encore le jeu vidéo. Nous mettrons ainsi en lumière leurs idées et leurs projets de recherche en cours autour d'une thématique unique à chaque nouvel épisode. Bonne écoute! Épisode 1, le cinéma de genre, forme, usage, étiquetage. Pour ce premier épisode de notre podcast, nous allons interroger la notion de cinéma de genre. On l'appelle cinéma de genre, cinéma bis ou cinéma d'exploitation. Quand et comment est apparue cette notion ? Quelle forme cinématographique, autrement dit, quels films peuvent être classés dans cette catégorie ? Existe-t-il une esthétique propre au cinéma de genre ou des figures de style récurrentes ? Nous nous intéresserons aussi aux cinéphiles amateurs de cinéma de genre. Qui sont-ils ? Se connaissent-ils ou se reconnaissent-ils entre eux ? Et si oui, comment ? Quelles sont leurs pratiques culturelles ? Nous questionnerons également l'impact actuel des plateformes numériques sur cette cinéphilie. Pour tenter de répondre à tous ces questionnements, il y a aujourd'hui à mes côtés Mélanie Boissonneau. Bonjour Mélanie. Bonjour Vanessa. Mélanie, tu es ATER en médiation culturelle à Paris 3. Tes recherches portent surtout sur les pin-up au cinéma, mais aussi sur la cinéphilie 2.0. Tu as publié Pin-up au cinéma, co-dirigé avec Laurent Julier, et c'est publié chez Armand Collin. Il y a aussi Thomas Pillard. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, tu es maître de conférence à Paris 3. Tes travaux portent notamment sur le film noir. Tu as soutenu ta thèse en 2014 sur ce sujet. Et puis ta thèse a été publiée dans la foulée. Et enfin, il y a aussi à nos côtés, pour discuter de cette thématique, Quentin Mazel. Bonjour Quentin. Bonjour. Quentin, tu es doctorant à l'IRCAV, l'Institut de recherche en études cinématographiques et audiovisuelles à Paris 3. Tu es également soutenu par le LabEx ICA et ta thèse porte sur la cinéphilie et le cinéma de genre, donc pile dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc je suis ravie de débuter cette série d'épisodes avec vous autour de cette thématique très intéressante et très divertissante qu'est le cinéma de genre. Donc peut-être pour commencer, pour introduire cette discussion, une première question incontournable pour essayer de comprendre de quoi nous allons parler ensemble. Mais question incontournable, mais peut-être pas si simple à développer, c'est quand est apparu ce qualificatif de cinéma de genre et qu'est-ce qu'on appelle le cinéma de genre ? Quentin, tu veux te lancer pour essayer d'y répondre ? Alors, c'est une question qui est assez difficile, je crois, à traiter de manière précise. En fait, le terme cinéma de genre, son apparition, elle est assez compliquée à dater. On pense qu'elle apparaît à partir des années 80, surtout du côté de chez Mad Movies, en tout cas dans l'acceptation qu'elle a actuellement. Avant, elle a pu être utilisée dans les cahiers du cinéma ou dans d'autres revues comme Positif, surtout pour désigner le cinéma américain mais elle n'avait pas le rapport communautaire qu'aujourd'hui l'expression cinéma de genre, en tout cas comment elle est mobilisée, peut avoir. Avant, on parlait plutôt de cinéma fantastique, on a parlé ensuite de cinéma bis dans les années 60, 70, cinéma d'exploitation, etc. Mais terme cinéma de genre, je pense qu'on peut pas dater la première occurrence précise avec l'acceptation communautaire du terme, qui désigne autant un ensemble de films, aussi vague qu'il soit, et un public spécialisé, pourrait-on dire. Voilà, c'est les années 80, je pense, mais il n'y a pas de date précise. D'accord, et donc quels films sont apposés à cette étiquette de cinéma de genre ? Quel type de film ? Mélanie, peut-être, sur cette question ? Oui, alors en fait, ces questions sont tellement complexes qu'on a justement décidé d'essayer de les traiter ou les aborder en créant un séminaire
donc avec Quentin et Thomas, sur cette question du cinéma de genre, des cinémas de genre d'ailleurs. Parce que vraiment c'est une question qui est extrêmement complexe et le cinéma de genre ça désigne énormément de choses. Nous quand on est parti sur l'idée cinéma de genre on pensait effectivement plutôt peut-être cinéma d'horreur, bis, etc. Et des intervenants potentiels nous ont dit mais est-ce qu'on peut parler de comédie musicale, est-ce qu'on peut parler de comédie romantique. Donc effectivement on s'est rendu compte que cinéma de genre ça avait des sens différents suivant qui en parlait, quel groupe en parlait, comment on voulait en parler, à quoi ça servait aussi, parce que ça sert aussi à catégoriser des films, à les classer dans le ciné, tout ça, de mettre des étiquettes de genre. Donc voilà, c'est vraiment une question complexe qu'on essaye d'aborder depuis le début de l'année avec ce séminaire et on se rend compte que finalement ça apporte surtout encore plus de questions, ce qui est très bien pour la recherche. Enfin, nous, on essaye en tout cas de garder en tant que terme d'analyse la polysémie du terme. On ne cherche pas à arrêter une définition quelle qu'elle soit ou de légitimer telle prise de décision sur la définition des termes. On essaie plutôt de voir comment ils peuvent être mobilisés par un ensemble d'acteurs assez variés et comment ils peuvent être utilisés comme presque un objet totem qui est défendu par différents groupes. Et on se retrouve souvent avec des cinéphiles qui peuvent nous dire mais le cinéma de genre n'existe pas, ou d'autres qui nous disent non mais le cinéma de genre bien sûr que si ça existe, etc. Et donc c'est toutes ces choses-là qui vont nous intéresser. Et pour rebondir sur ce que disait Mélanie, en fait on pourrait dire le point de départ du séminaire ça va être de confronter deux définitions qui semblent vraiment s'opposer ou être presque contradictoires. Le cinéma de genre, d'une part, comme l'a dit Quentin, ça peut effectivement renvoyer à ce qu'on appelle le cinéma bis ou à des formes de cinéma alternatives, donc qui vont reposer sur une économie de niche, avec un aspect extrêmement transgressif dans les représentations notamment. Et de l'autre côté, cinéma de genre, c'est bien une étiquette qui peut également renvoyer à, au contraire, un mode de production industrielle, des films qui s'adressent essentiellement au grand public, et à une économie donc, qui est complètement différente. Donc, toute la difficulté donc vraiment réside dans cette toute première question d'essayer de définir ce qu'est le cinéma de genre. J'entends dans ce que vous me dites peut-être que c'est peut-être un genre très fourre-tout mais qui aussi se construit peut-être en opposition à peut-être un genre légitime ou un cinéma un peu plus commercial. Ou est-ce qu'il y a de ça ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Alors je dirais que c'est plus complexe que ça. Justement, comme Thomas l'a un petit peu dit, le côté commercial, en fait, on pourrait tout à fait le coller au cinéma de genre, dans le sens où, effectivement, on est dans des logiques de production, parfois à la chaîne. Voilà, c'est plus complexe que commercial ou... Enfin, déjà, c'est un truc populaire, assez français, commercial, autorisant. Oui. Oui, je pense que le cinéma de genre, ça franchit vraiment on est vraiment loin d'un raisonnement binaire en fait, où c'est soit l'un soit l'autre, et c'est ça qui rend l'objet si complexe en fait. C'est que déjà il faut s'accorder sur ce que c'est, et ça c'est pas facile. Mais non, je dirais que non, à mon avis on peut pas du tout l'opposer à un cinéma commercial. Déjà en France par exemple, le cinéma de genre est connu. Alors, si on prend comme définition de cinéma de genre le cinéma d'horreur fantastique, même le polar est connu pour ne pas faire d'entrée, et puis un peu le champ maudit du cinéma français. Alors il faudrait voir si c'est pas un peu un fantasme aussi. Ça dépend des périodes aussi. Voilà, ça dépend des périodes. Mais il y a cette image-là en tout cas qui perdure encore aujourd'hui. Et donc effectivement parler de cinéma commercial ça paraît compliqué, alors que ce qui marche sera plutôt la comédie ou les biopics. Mais le biopic est un genre aussi. Oui. C'est vraiment compliqué de répondre. Après, du côté du public, j'aurais tendance à penser que le rapport dialectique entre ce qui peut être associé comme du cinéma d'auteur, du cinéma de genre, du cinéma commercial, du cinéma de niche, etc., du cinéma populaire, du cinéma d'élite, ou voilà, tous ces rapports comme ça d'opposition dualisants, si on ne peut pas directement les intégrer à la définition du cinéma de genre, du cinéma bis, du cinéma d'exploitation,
ils ont un rôle structurant, je crois, dans l'organisation de l'espace ou du paysage cinématographique. D'accord. Voilà. Effectivement, comme le rappelle Mélanie, à la fois le cinéma de genre ou le cinéma d'exploitation, ou quel que soit le terme qu'on emploie, a eu un rapport très étroit avec l'enjeu commercial du cinéma. Il y a eu cette idée d'exploiter à la fois déjà la sexualité à l'image et la violence, surtout dans le cinéma d'exploitation américain. Donc là, le rapport commercial, il y a un rapport très forain au cinéma, dans le cinéma d'exploitation. En tout cas, l'imaginaire forain du cinéma est régulièrement revendiqué. Mais on se retrouve souvent à travailler sur des moments un peu frontières où, comme le dit Mélanie, le cinéma d'horreur en France ne fait pas tant d'entrées. Oui. Donc, est-ce que c'est un cinéma commercial ? Je ne sais pas. Mais ses intentions peuvent être perçues comme commerciales. Historiquement, même si les acteurs s'en défendent, parce la plupart du temps, les réalisateurs français ont un imaginaire auteur ou autorisant et ne se pensent pas comme des artisans ou des magiciens ou des montreurs d'ours, mais comme des auteurs, comme des peintres, des réalisateurs, etc. Et donc le rapport commercial est différent. N'empêche que ces deux polarités-là, quelle que soit la manière dont on les identifie, il me semble qu'ils organisent les modes de réflexion des différents acteurs. Donc c'est vrai que Quentin évoquait donc ce rapport dialectique entre cinéma d'auteur notamment et cinéma plus grand public ou plus commercial. Et ce qui me semble effectivement important à considérer, c'est que les objets eux-mêmes les objets filmiques vont souvent s'affranchir de cette opposition un petit peu simpliste, mais en même temps cette opposition elle organise bien le système de financement du cinéma, en partie sa consommation avec effectivement un public par exemple qui va plutôt être attiré par exemple par le cinéma d'art et essai et qui peut s'opposer à un public plus attiré par des conventions génériques identifiables, des univers particuliers, que ce soit du côté de genre, on va dire, commerciaux et à succès comme la comédie, ou à l'inverse, du côté de genre plus alternatif, comme le cinéma fantastique et d'horreur. Et en même temps, il faut encore, je pense, relativiser ces oppositions, puisque notamment, aujourd'hui, on assiste depuis quand même déjà au moins une décennie, voire encore un petit peu plus, à une évolution des publics cinématographiques qui, en termes de consommation, font des choix de plus en plus variés et hétérogènes, en articulant, on va dire, toute une succession de goûts et d'habitudes de consommation différentes. Et aujourd'hui, il est tout à fait devenu banal, commun, de consommer aussi bien du cinéma de genre que du cinéma artistique ou des séries télévisées ou d'autres objets. Les publics ont des pratiques qui, comme cela, tendent à cumuler de plus en plus des objets que l'on tendait justement à opposer, ou que l'on a peut-être trop souvent, trop longtemps opposés. Et je pense que les publics ont été largement en avance sur la théorisation de la réception j'entends, à cet égard. Je te coupe, pardon Thomas, mais j'entends beaucoup dans ce que vous dites l'importance du public de ce cinéma, et on a même quasiment l'impression que, Quentin, tu parlais d'ailleurs d'un cinéma communautaire, on a même l'impression quelque part c'est le goût d'un certain public pour ce cinéma, un public d'amateurs, un public de passionnés, qui fait aussi, et qui est très fidèle à ce cinéma de genre, qui fait aussi justement, qui donne du sens à cette catégorie de cinéma de genre entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire quelque part que c'est l'existence d'un public, d'un groupe d'amateurs qui donne du sens à cette étiquette? Après, il faut faire attention avec l'idée communautaire. Dans l'acceptation sociologique traditionnelle, on a tendance à penser le terme communautaire comme une extension de la tribu habituelle, la famille, le voisinage, l'espace territorial. Là, on est dans le cas d'un public qui s'imagine être un public homogène, avec des rapports fondamentalement horizontaux, c'est un imaginaire, et qui partage un certain nombre de références communes, un goût, un certain nombre de pratiques,
des lectures, Oui. des films qu'ils connaissent, etc., sans pour autant se connaître. D'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, qu'il y a un public qui se pense comme une communauté, qui a ses instances de légitimation interne, certaines formes d'institutionnalisation également, des revues, des festivals, une temporalité qui est propre également, avec la sortie en salle d'un certain nombre de films, qui est régulière et qui est ponctuée, hein, les festivals également, qui fait office de temporalité commune. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais l'idée étant que voilà, c'est ça. Donc, mais c'est une population qui est assez difficilement dénombrable. Et quel est le profil de ces amateurs, de ces passionnés? Est-ce qu'il y a un profil type ou La complexité, c'est que on est dans un système où il y a une stratification générationnelle qui, si on la regarde de loin, donne l'impression d'un public très hétérogène. On a des cinquantenaires, des quarantenaires, des adolescents de 16 ans, on a des classes populaires, et puis des gens qui sont plutôt classe moyenne, voire petite bourgeoisie, comptable, de province ou autre. Et en même temps, il y a un certain nombre de critères qui permettent de stabiliser une population qui est à la fois très masculine, qui est dans un régime très adolescent du rapport aux pratiques culturelles. Donc c'est très masculinisant et en même temps très ludique et perçu comme ludique. Ce rapport au cinéma, à la sortie, au groupe d'amis, etc. On sort en bande. Mais en même temps, on a d'une part une féminisation quand même du public, entre autres du côté des intermédiaires culturels, il me semble. Même si c'est pas trop du côté de la presse, mais du côté de l'organisation, Thomas nous en parlera. Je pense les festivals, toutes les petites mains en général sont beaucoup des femmes. Et il y a une féminisation. Mais ailleurs, plus intéressant, et peut-être qu'on en parlera après, il y a une féminisation aussi de la profession, féminisation de la profession du côté de la réalisation. D'accord. Et qui implique plein d'autres changements, dont on parlera plus tard, mais voilà. Il y a quand même des femmes qui ont créé des festivals et qui sont à la tête de festivals. Oui, je pense à Aurélia Mangin qui a un peu fait parler du festival récemment suite à une polémique. Donc son festival s'appelle Même pas peur. À La Réunion, donc un festival de films fantastiques. Et donc voilà, il y a eu une polémique suite à l'affiche qu'elle a réalisée elle-même en tant qu'artiste. Et voilà, Aurélia Mangin, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans le cinéma, la diffusion du cinéma de genre, qui a invité Nicolas Sandic l'année dernière à venir durant son festival. Donc voilà, il y a quand même effectivement des femmes qui sont à la tête de festival. Il y a des femmes qui sont réalisatrices de plus en plus. Alors on pourra parler du cas de Grave ou là du film qui va sortir. Le Revanche. Voilà, de Revanche. Revenge. Et voilà, donc deux réalisatrices, et on peut citer aussi Hélène Caté, qui est la co-réalisatrice des films qui rendent hommage au giallo, on va dire, le dernier en date étant Ces bronzes et les cadavres. Voilà, donc effectivement, il y a des femmes qui réalisent. Lucie Adi Halilovic, dans son genre, fait quand même du cinéma alternatif, on va dire. Voilà. Tu vois que c'est intéressant, la féminisation de la profession de réalisateur de ce côté-là a eu tendance à s'inscrire dans la frange artistique. Bien sûr. Ou art-essai. Et ce qui fait à la fois... auteur, si on veut. Auteur, voilà, c'est ça. Où on a à la fois une légitimation d'un ensemble de films par des prix, par des films qui sont et qui s'inscrivent dans un patrimoine de cinéma de genre, on va dire, comme le couple Caté-Forzani est un bon exemple, en traçant une direction plutôt vers le cinéma d'auteur dans sa mise en forme et dans son exploitation. Simplement, pour rebondir sur ce que disaient Quentin et Mélanie, donc concernant les publics et
la part d'hommes et de femmes dans ce public. Bon, évidemment, si on reste encore une fois sur le cinéma de genre, pour l'instant au sens horreur, fantastique et alternatif, bon, c'est très compliqué évidemment à évaluer pour une quantité de raisons. Je sais, et j'espère ne pas dire de bêtises, que un éditeur Blu-ray DVD, comme le Chat qui fume, qui est spécialisé dans ce type de cinéma, récemment a publié quelques statistiques sur sa page Facebook qui, si mon souvenir est exact, en gros pointait vers environ 65-70% d'hommes et 30-35% de femmes, pour donner un petit ordre de grandeur. Donc ça nous montre quand même que les femmes sont des amatrices de cinéma de genre, même si effectivement très souvent elles ne sont pas en première ligne pour ce qui est des discours justement communautaires sur Internet, l'expression de la parole des publics, très souvent sur les espaces numériques comme les forums de discussion de la revue Mad Movies par exemple, vont être là, d'après ce que j'ai observé, à 90% au moins, fréquentés par un public masculin. C'est un peu la même chose du côté de la critique, du côté des tables rondes où on va inviter des spécialistes de ces cinémas. Alors qu'en réalité, il y a bien une proportion quand même importante de femmes, je pense, de plus en plus, qui apprécient ce cinéma, qui jouent un rôle aussi dans sa diffusion. Je pense effectivement au rôle joué par les pifettes, qui se définissent comme telles dans le festival, donc le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, où j'espère là encore ne pas dire de bêtises, mais d'après mes quelques observations et entretiens que j'ai pu mener auprès d'elles, environ 80% des bénévoles sont des femmes. Je ne suis pas sûr qu'individuellement il y ait un refus de la mixité du tout. Je fais une grosse hypothèse, mais peut-être suis-je candide. Par contre, c'est évident, et je reviens là-dessus, qu'il y a une espèce de culture adolescente. Il y a cette idée-là que cette identité-là, qui a été souvent une identité stigmatisée dans les années 80, 90, même avant et encore, elle est pas légitimable, mais en tout cas elle est revendicable. Pour revendiquer une forme d'exclusion. D'accord. Voilà. Et c'est une forme d'opposition à la légitimation générale du cinéma. Je pense qu'il y a un truc comme ça de ligne de tension. Et puis la fille du groupe, elle devra faire ses preuves pour... Exactement, bien sûr. Elle devra montrer toute son expertise. Exactement. Et oui, c'est la raison pour laquelle, très souvent d'ailleurs, ça c'est un phénomène qui a été analysé notamment par Laurent Julier et Jean-Marc Leverato dans leur ouvrage sur la cinéphilie, les femmes, quand elles se retrouvent à vouloir intégrer ces communautés entre guillemets plutôt masculines, elles vont devoir être, parfois en tout cas, dans la surenchère de l'expression des goûts masculins, ce qui va les conduire, moi je l'ai très fréquemment vu en entretien, à vraiment refuser en bloc l'idée même qu'il puisse y avoir des rapports de pouvoir ou des inégalités de genre dans ces communautés. À chaque fois que j'ai posé cette question-là, est-ce que c'est une communauté, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une communauté qui malgré tout est essentiellement masculine, dans laquelle les femmes peuvent avoir des difficultés à s'intégrer? J'ai toujours eu la même réponse, non. Il n'y a pas de sexisme dans le cinéma de genre, dans cette communauté. Il n'y a pas de rapport de force. Tel festival, telle revue est dirigée essentiellement par des hommes, mais ça aurait très bien pu être des femmes. Et d'ailleurs, je connais des femmes qui... avec justement plusieurs amis, nous sommes bénévoles dans tel festival. Nous faisons parfois des piges pour Mad Movies, et donc il y a un discours comme ceci qui sans doute est sincère, mais qui parfois peut être réticent à considérer la possibilité même de rapports de pouvoir au sein des communautés. Est-ce que ce rapport justement tient à l'esthétique même des films vus et appréciés par... Puis le public traditionnel aussi, faut pas oublier, je crois que dans les années 70, le public traditionnel c'est principalement des hommes, classe populaire, souvent des immigrés ou des SDF, pour des questions presque de sécurité dans les années 70,
parfois même plus après, les femmes ne rentraient pas dans les cinémas de quartier, qui étaient l'espace d'exploitation traditionnel de la plupart des films de genre d'exploitation et autres. Hein. Voilà. Donc bien évidemment, il me semble qu'il y a quand même une tradition masculine, ne serait-ce qu'en plus dans les représentations qui sont véhiculées dans les films. Dans le film, est-ce qu'il y a comme ça une esthétique un peu, on va dire, masculinisante, ou je ne sais pas trop quel terme choisir, mais est-ce qu'il y a même peut-être d'ailleurs, est-ce qu'il existe une esthétique récurrente dans le cinéma de genre? Est-ce qu'il existe des figures récurrentes, ou est-ce que c'est un peu compliqué? Ça n'empêche pas les jeux, je rebondis sur cette figure masculinisante, ou cette idéal très... On a souvent le stéréotype de la fille topless qui crie poursuivie par un affreux monstre. Mais il y a la final girl, bien sûr, à la fin. Voilà. Mais il y a tout un jeu, en tout cas du côté des publics, de premier, second, troisième, quatrième degré, où on fait circuler toutes les questions de sens et où on fait dire au film un peu ce qu'on veut. Parce que l'enjeu n'est pas de stabiliser un sens que de discuter avec son voisin, je crois, la plupart du temps. Hein. Et là, on retombe sur l'aspect communautaire. D'accord. Ouais. Où on n'est pas nécessairement dans une cinéphilie savante comme les cahiers peuvent la défendre, avec une stabilisation d'un sens précis qui peut être analysé, dénié. Il y a l'enjeu d'une sociabilité, de groupe, de bande, de sortir collectivement et de pouvoir en discuter, se disputer, etc. Mais Mélanie, ton regard à toi sur les femmes sont extrêmement importantes dans l'esthétique du cinéma de genre. Je ne sais pas si on peut parler d'esthétique, mais vraiment les personnages féminins sont essentiels à l'horreur, c'est sûr et certain. Et le pire des machos ne me contredira pas sur cette question. Alors effectivement, qu'elle soit la femme, elle est importante parce qu'elle est la victime, ça c'est sûr. Elle est la victime dans un premier temps du monstre, du psychopathe, du type à la hache, etc. Mais elle est aussi celle qui s'en sort et celle qui finit par tuer le méchant. Donc c'est ce que Carol Glover a expliqué, a théorisé sous le terme final girl, donc la fille finale, quoi, qui termine le film jusqu'au bout pendant 7 épisodes, 7 Halloween, 7 Halloween. Jamie Lee Curtis là, est en tournage pour le prochain. Enfin voilà, c'est. Donc les femmes sont essentielles à la constitution de l'horreur. Ça a été pour le coup vraiment étudié. Énormément de chercheurs théorisé là-dessus. Il n'y a absolument aucun doute. Et je pense que en tant que spectatrice aussi d'horreur, les femmes. Voilà, il y a une identification qui peut se faire à plein de personnages. Enfin voilà, je pense pas du tout que le cinéma de genre soit un cinéma misogyne. Oui. Enfin, voilà, il faut. Effectivement, comme l'a rappelé Quentin, on peut faire dire un peu ce qu'on veut au film aussi. Oui, puis c'est peut-être aussi un cinéma qui évolue avec son époque. Et effectivement, tu disais qu'il y a de plus en plus de femmes réalisatrices aussi dans ce cinéma. Peut-être que Oui, aussi, mais alors très paradoxal. Enfin, non, c'est même pas paradoxal parce que c'est très commun. Mais en fait, les femmes réalisatrices refusent très souvent de se positionner comme femme réalisatrice et comme réalisatrice qui va s'interroger sur ces questions dans leur film. Bien sûr, c'est réducteur pour elle. La réalisatrice de Grave, c'était vraiment assez caricatural à ce propos de refus absolu, au profit peut-être de l'étiquette de l'auteur, justement, de l'auteur qui donc serait une sorte de génie asexué, ou masculin sous-entendu, mais voilà, donc c'est complexe aussi parce que justement les femmes réalisatrices ne proposent pas forcément un discours sur ces questions-là du masculin et du féminin. Voilà, il faut effectivement sortir un peu des idées reçues à ce propos. Voilà, certains cinéastes masculins sont extrêmement innovants sur la représentation de la femme. Enfin, moi je pense qu'un film comme Martyr de Pascal Laugier, pour le coup, il interroge vraiment la place de la femme dans la société d'une façon très violente et très dur à voir pour tout le monde, mais voilà, et Pascal Laugier, là je n'ai pas encore vu son prochain, mais ça a apparemment eu un énorme succès à Gérardmer, et voilà, donc il y a des pistes. Autre chose que j'ai beaucoup entendu dans vos propos, c'est l'existence maintenant d'organisation de cette communauté d'amateurs à travers les réseaux sociaux. Et est-ce que ça, c'est venu un peu redonner un second souffle au cinéma de genre? Est-ce que il y a pu y avoir une transposition de ces petites boutiques spécialisées qui ont pu exister à une certaine époque, qui ont un peu refait surface, peut-être à travers de nouvelles plateformes de diffusion, des plateformes numériques, ou peut-être à travers des groupes
Facebook très particulier. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux ont une réelle importance aujourd'hui dans cette communauté d'amateurs ? Je crois que la question du numérique est une question très 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 compliquée pour cette communauté-là. À la fois, il y a un intérêt assez évident pour le numérique, principalement par les forums de discussion ou par les réseaux sociaux, Facebook, la possibilité aussi de valoriser ou de visibiliser un certain nombre de productions, que ce soit du fanzine, de la production de DVD, de Blu-ray ou même de films, voire de financer les films avec les plateformes de financement participatif. En même temps, on a toute une rhétorique du rejet, parfois assez radical, du numérique. Le numérique comme entité qui dissout les liens entre les humains, les liens réels entre les humains, la possibilité de se rencontrer. Et en même temps, le numérique comme monstre pirateur, si je puis dire, comme médiation danger potentiel exactement, pour au piratage. On est dans une économie de la précarité très largement, même si elle est en grande partie fantasmée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'économie précaire dans le cinéma ? Ça va être la complexité dans le secteur cinématographique, c'est que c'est un secteur qui nécessite un certain nombre de ressources importantes pour faire un film aussi. Que ça, il faut beaucoup d'argent. Le secteur cinématographique a relativement peu d'argent en lui-même. Il y a beaucoup d'instances parallèles, que ce soit le CNC ou les chaînes de télévision qui permettent de financer les films. Mais la plupart des ressources allouées au cinéma viennent de champs secondaires, que ce soit lorsque L'Oréal finance le Festival de Cannes. Voilà. Le cinéma de genre a des difficultés à toucher toutes ces zones de financement secondaire, enfin, tous ces partenaires-là qui sont extérieurs au champ traditionnel du cinéma. Et donc on se retrouve à travailler avec des ressources moindres. Voilà. Les acteurs se retrouvent à travailler avec des ressources moindres. Et ce qui implique un certain nombre de comportements internes. On se retrouve beaucoup avec des acteurs qui multiplient des emplois précaires et des activités à l'intérieur du champ, que ce soit critique, réalisateur, producteur, attaché de presse, etc. D'accord. Voilà. Et ça marche par accumulation comme ça. Ce qui en fait les acteurs particulièrement fragiles, parce que leur régime d'emploi est principalement est stabilisé par un ensemble de postes qui se répondent plus ou moins les uns les autres et qui permettent de manger tous les mois plus ou moins. Voilà. Et le numérique est perçu comme un agent un peu chaotique là-dedans, dans tout ça. Ça secoue un peu le cocotier, principalement à cause du piratage, entre autres, qui est très largement réprouvé. Voilà. Et la plupart du temps, c'est ça qui est intéressant, quand on observe le passage, les transitions générationnelles, les jeunes qui ont 16-17 ans, qui découvrent la plupart du temps, à la différence de leurs aînés, le cinéma de genre, d'exploitation cinémaliste, fantastique et autres sur Internet, principalement avec le piratage, le streaming, entre autres. Quand ils passent en général la barre de la vingtaine et qu'ils commencent à avoir une activité collective et socialisante, que ce soit dans des festivals, dans des boutiques, dans les temps rédacteurs pour un site ou un fanzine, quand ils s'intègrent un peu. Exactement, quand ils s'intègrent à la communauté et qu'ils commencent à avoir un nom, entre guillemets, ils commencent la plupart du temps à transposer leur bibliothèque numérique en achat réel. En objet. En objet, exactement. À la fois parce qu'ils redécouvrent le plaisir de l'objet et le plaisir de médiation que ça peut être, et en même temps pour racheter leurs fautes. Il y a ce côté-là, c'est maintenant je sais que tel éditeur, c'est tel éditeur qui a fait ce DVD-là, et moi il y a 2 ans je l'avais piraté, honte à moi, maintenant je le connais, c'est un mec que j'aime bien. Bon, et ben je vais l'acheter sur DVD. Il y a une conscience de si je veux que le cinéma que j'aime survive, je me dois aussi de le défendre. Après, il y a un enjeu de légitimation aussi, c'est-à-dire que pour faire partie de la communauté, il faut à la fois en accepter, en revendiquer les codes, en embrasser les codes, et en même temps, il faut pouvoir montrer aux autres que regardez, j'ai
cette collection de DVD. Et ça, je trouve ça très frappant dans les vidéos YouTube où on voit des gens, que ce soit en France ou ailleurs, c'est une pratique notamment très répandue aux États-Unis, où on voit les gens présenter leur film préféré, et c'est systématiquement derrière leur étagère remplie de DVD, parfois de manière extrêmement impressionnante. On a des vidéos YouTube où on aperçoit des centaines, des milliers de titres. Et ça montre bien, je trouve, que la capacité à collectionner ces objets, à les trouver, ne sont pas toujours faciles à trouver. Parfois, il faut enchérir sur eBay, etc. Fait finalement partie des rites de cette communauté et renvoie à des questions de légitimation qui interrogent aussi le statut social et le pouvoir économique de ces acteurs, qui nous renseignent sur l'évolution de ce public aussi. Un public qui peut encore parfois sans doute être un public dit populaire, mais c'est peut-être pas le public dominant aujourd'hui. J'ai pas l'impression. En tout cas, moi par exemple, j'ai travaillé sur la réception du giallo italien aujourd'hui, sur notamment Internet. On se rend très vite compte, en tout cas, que tous les acteurs de cette communauté numérique qui s'expriment sur les forums spécialisés et qui partagent leur passion pour cet objet sur Internet sont à plus de 90% des gens de classe moyenne ou surtout de classe supérieure qui ont un salaire qui leur permet d'acheter ces beaux objets qui peuvent coûter parfois assez cher en DVD ou le plus souvent en Blu-ray. On a même un phénomène où maintenant les gens rachètent leur collection DVD en collection Blu-ray, contactent les éditeurs pour demander des upgrades en Blu-ray de certains titres. Et le DVD devient presque aujourd'hui parfois quelque chose d'un petit peu honteux parce que un objet qui n'a pas la noblesse, la qualité, la perfection du Blu-ray. Vraiment des experts un peu jusqu'au boutiste amateurs du cinéma. Une dernière question peut-être, tu parlais de YouTube, Thomas, et ça me fait penser, on sent quand même quelque chose un peu de l'ordre d'un cinéma qui serait un peu fait maison, qui serait un peu peut-être dans une culture aussi du do-it-yourself, etc. Et je me suis demandé si YouTube n'était pas justement pour les réalisateurs une nouvelle opportunité de faire connaître leur cinéma. Est-ce qu'il y a cette stratégie de nouvelle diffusion sur YouTube comme peuvent le faire des élèves en cinéma qui essayent de faire connaître leurs œuvres à travers cette plateforme, ou est-ce que au contraire justement surtout pas, c'est pas pour nous? Est-ce qu'il y a... Je saurais pas forcément répondre sur YouTube. J'ai pas forcément l'impression que ce soit si pratiqué que cela, mais peut-être que je me trompe. Par contre, ce que je voulais dire, c'est d'une part le côté do it yourself, ça c'est une constante en fait qu'on retrouve dans l'histoire du cinéma de genre depuis des années, et en particulier dès les années 1980, justement au moment où cette étiquette commence à se généraliser. On a toute une pratique de la Super 8 qui va être favorisée justement par la revue Mad Movies dans le cadre du festival Super 8 Madness en particulier, un festival, une pratique Super 8 qui ont permis à certains cinéastes justement de percer dans ce milieu. Je pense à Christophe Gans par exemple, qui a commencé sa carrière en faisant un film Super 8 rendant hommage au giallo justement. Et d'autre part, pour ce qui est de la période contemporaine, alors YouTube on ne saurait pas dire, mais c'est vrai qu'on peut observer de la part de certains protagonistes et notamment de jeunes entrants dans le secteur une expérimentation des plateformes de financement donc participative, donc le crowdfunding, avec plusieurs cas de films. Je pense notamment à Horsehead de Romain Basset, qui ont pu être financés au moins en partie par ce biais-là, avec des résultats cependant assez éclatés, des expériences qui ne fonctionnent pas toujours et qui, même lorsqu'elles permettent au film d'exister, n'apporte pas forcément une solution à tous les problèmes. Très bien. Quentin, quelque chose je te vois hocher de la tête, quelque chose à ajouter sur... Le cas YouTube
est intéressant parce que c'est un peu le désert, pourrait-on dire. Alors qu'on pourrait imaginer comme un Eldorado, pour ce qui concerne ces cinéphiles-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une pratique particulière de cette plateforme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut observer, c'est apparu il y a 5-10 ans, quelque chose comme ça, ces fameux youtubeurs qui font des critiques de films en vidéo. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces vidéastes-là, et le rapport qu'ils ont au cinéma, leur goût et leur manière d'apprécier les films, on retrouve beaucoup de choses qui sont liées au cinéma de genre, en tout cas au cinéma d'exploitation, ou par exemple des vidéastes qui connaissent très bien John Carpenter, et pour qui ça ne pose pas de problème de passer de Romero à Truffaut, voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut constater plutôt une diffusion de cette culture-là à un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas intégrés à cette communauté, mais assez peu de personnes de la communauté qui s'expriment sur YouTube. Oui, d'accord. Voilà. Enfin, je crois, j'ai peu trouvé de chaînes spécialisées cinéma bis et qui parlent d'Argento toute la journée. Après, il y a quand même des formes un peu hybrides, notamment avec les chaînes, les web TV de par exemple Arte, où il y a des chaînes comme ça. Je pense à ce que fait Rafik Djoumi avec Blitz, ou Régis Brochier avec Nanaroscope par exemple, mais il y en a d'autres qui, dans des vidéos du coup diffusées sur les chaînes qui sont quand même très légitimes comme Arte, mais il y a aussi Karim Debache qui prennent en compte vraiment le cinéma de genre et qui légitime le cinéma de genre en fait en ayant un discours savant et en même temps extrêmement accessible. C'est ce que fait Rafik Djoumi et à ce titre absolument remarquable. Parce qu'il va vraiment chercher du sens à des productions qui ont été très largement méprisées, décriées. Il va aller chercher philosopher avec les Gremlins et encore, je dis les Gremlins, c'est pas le plus underground. Mais voilà, il y a vraiment, je pense que Internet, par ce biais qui est un peu hybride entre Internet et télé quand même, et qui n'est pas complètement do it yourself parce que c'est quand même dans un cadre d'une chaîne de télé, du site d'une chaîne de télé, il y a quand même ces pastilles en fait, qui sont des instances de légitimation quand même du cinéma de genre et qui lui donnent un sens, une visibilité, et puis vraiment une légitimité aussi par des discours qui sont à la fois populaire, accessible, populaire vraiment dans le bon sens du terme, accessible et extrêmement érudit aussi, et qui sont faits en l'occurrence dans le cas de Karim Debache, Rafik Djoumi ou Régis Brochier par de très grands cinéphiles et de très grands consommateurs de films de toutes sortes d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a cet intermédiaire là, mais je suis assez d'accord avec mes collègues sur peut-être l'absence, enfin je ne vois pas trop de pratiques de films sur YouTube ou sur Dailymotion, de films de genre, ou alors sous l'angle du fan film où il va y avoir on va refaire telle séquence. J'ai vu récemment par exemple sur YouTube justement la séquence de la main qui attaque dans Evil Dead, la main possédée qui est retournée par des internautes de façon encore plus comique qu'elle l'était à l'origine. Mais c'est des petits, c'est plutôt anecdotique et c'est vraiment dans l'ordre de l'hommage du fan film, plus que je vais faire un film sur YouTube pour devenir un réalisateur. Oui, c'est pas une filière pour intégrer, c'est pas encore un. Je crois qu'il y a c'est une communauté qui est assez densifiée dans certains réseaux d'organisation du secteur parallèle. Il y a beaucoup d'éditeurs de DVD qui peuvent éditer des courts-métrages par exemple. Et donc en fait il paraît plus rationnel pour ces réalisateurs-là de penser d'abord à ces éditeurs underground ou semi-professionnels pour sortir un DVD que sur le sortir sur YouTube, quitte à ce que ce soit moins vu, mais c'est plus valorisé de passer par. Et parce que aussi tout le monde se connaît d'un tenant à l'aboutissant de la chaîne, et que tout ça est plus cohérent du coup de continuer à. Il y a assez peu je crois, on retrouve beaucoup l'imaginaire do it yourself de la personnalité qui fait tout indépendamment des autres.
c'est assez faux, c'est très largement fantasmé, je crois. Il y a beaucoup cette idée de travailler ensemble et de ne pas faire les choses dans son coin, je crois. Hein. En cinéma, de toute façon, c'est impossible de penser en dehors de l'équipe, même si on nous a fait croire le contraire pendant des années. Et en plus, en France, il y a une particularité quand même, c'est qu'il y a énormément de films qui sont réalisés en duo. Donc déjà, par Bustillo, Maury, Kate Forzani, enfin voilà, il y a vraiment cette idée, les réalisateurs de Hill, j'ai perdu leur nom, mais... David Moreau et Palmy, je sais plus. Enfin bon, il y a plusieurs exemples comme ça, et de toute façon, effectivement, do it yourself en cinéma, c'est pas possible. Oui, pas, enfin, je veux dire... on peut s'en revendiquer, mais dans les faits... ensemble quand même, en équipe, quoi. C'est vrai que c'était déjà le cas dans les années 80, justement, quand j'ai parlé de ces films Super 8 qui avaient un côté do it yourself. En fait, c'est plutôt un côté do it, quoi. Parce que déjà, c'était des films qui étaient réalisés autour d'une bande de copains, et on a parfois y compris des gens qui sont devenus ensuite un petit peu connus, et aujourd'hui on peut les retrouver. Evil Dead, par exemple, Sam Raimi dans Evil Dead, il y a toute la légende du tournage, la bande de copains dans la forêt avec le chalet, la tante, la voiture de la grand-mère, et puis la copine de truc, qui est devenue donc un film mythique, et puis et Sam Raimi qui est devenu pour le coup un réalisateur complètement intégré dans le système hollywoodien. Mais en même temps, c'est un film qui a coûté quand même de l'argent, qu'il a fait en équipe. Enfin, voilà. Donc, je trouve, moi, que c'est quand même enfin, je veux pas forcément revenir sur l'opposition cinéma d'auteur, cinéma de genre, mais malgré tout, cette dimension communautaire, ça reste vrai, et c'est un beau pied de nez quelque part à cette idée, un peu à cette tradition culturelle qu'on a beaucoup en France, qui est qu'il y aurait un artiste génial qui serait capable de tout faire tout seul, qui est un peu ce qu'on nous enseigne directement ou indirectement à travers toute notre éducation et toute notre consommation culturelle. Et le cinéma de genre nous propose un message différent que je trouve plus démocratique. Ça sera peut-être le mot de la fin, du coup. Je sens une grande frustration chez Quentin, mais dans tous les cas, on peut continuer à discuter de cette thématique intéressante à travers les séminaires que vous organisez tous les mois, il me semble, le vendredi. Alors, quel est le prochain, par exemple, thème de vos rencontres ? Moi, c'est là que je voulais juste préciser, on a essentiellement parlé lors de ce petit échange des cinémas bis et alternatifs, mais que le séminaire, donc cinéma de genre, forme, usage, étiquetage, c'est ça, qui arrive à sa 4e séance aujourd'hui, est un séminaire qui embrasse une plus grande pluralité, on va dire, de cinéma de genre que celui dont on a parlé plus précisément aujourd'hui. Par exemple, avec une séance aujourd'hui où il sera question de comédie romantique, mais aussi des publics du cinéma d'horreur, on le verra. Une séance le mois prochain, le 9 mars, qui portera sur l'usage des catégories et en particulier la tension auteur-genre, avec par exemple une intervention sur la double réception du cinéma d'auteur extrême français, avec l'exemple de Trouble Every Day au prisme de l'horreur, et une séance conclusive le 13 avril avec d'une part Maureen Lepers qui nous parlera de Tarantino, et Charlie Michael que nous avons invité pour nous parler du film d'action français. Super programme, je serai là. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci. Merci à toi.